Bienvenue sur D'homme à homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Benjamin Ries fait partie de ceux qui portent leur voix pour un autre masculin et pour créer de nouvelles possibilités de vivre ensemble. Depuis une dizaine d'années, il accompagne avec douceur la création d'espaces sécurisés permettant d'entrer en relation avec soi-même et avec les autres. Ses propositions, qui émanent du cœur, visent à générer des dynamiques collectives et relationnelles axées sur la responsabilité et l'engagement. Dans cette entrevue, nous parlons de sa vie, de son parcours, de sa vision et de ce qui l'anime, de son humanité. Bonne écoute. Salut Benjamin. Salut Loïc. Bienvenue. Ouais, merci. C'est sympa d'être là. Oui, très sympa. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Et comment vas-tu ? Merci de me poser la question. Comment je vais ? Je sens un peu deux directions en moi, 2 énergies. Il y a une agitation parce que je pars demain travailler sur un festival, donc j'ai pas mal de choses à vivre là encore aujourd'hui avant le départ. Donc il y a une agitation, une excitation. Puis de l'autre côté, il y a une tranquillité, un apaisement. Ouais, là, on est en fin de matinée. Je suis tranquille. Je suis content d'être là. Voilà. Je suis avec ces deux énergies en moi. Mais écoute, très content aussi d'être là, de t'accueillir. On va parler de toi, on va parler de tes accompagnements, de qui tu es, de tes visions, de ta vision. Et j'aurais envie de dire comment t'en es venu à accompagner aujourd'hui, d'où ça part, et peut-être que ça part de loin, mais d'où, si tu devais prendre un moment de ta vie, à quel moment tu t'es mis en chemin, ou en tout cas, comment tu vois ça ? Ouais, merci de poser la question. D'être vaste, oui. Ouais, c'est vaste et en même temps, rien que de poser la question, je me sens honoré en fait que tu aies ces espaces et puis que comme si ma voix compte, tu vois. Et puis je me sens honoré de pouvoir partager en fait, si ça peut témoigner et inspirer d'autres. Voilà, même ne serait-ce qu'une seule personne, même ne serait-ce que nous deux, d'avoir ce temps de qualité. Après, il est enregistré, donc voilà. Mais effectivement, Loïc, t'as raison, ça part de loin. Mais en fait, mon chemin, je vois à peu près quand est-ce qu'il commence, mais le chemin conscientisé, je pense que c'est après, avec du recul, dans ma vie d'adulte. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Eh bien, c'est beaucoup plus simple et de mettre un petit coup de rétroviseur et de regarder ce qui s'est passé pour moi et de faire des liens et de créer des fils. Et parfois, je peux imaginer que enfant, adolescent, il y a des prémices de plein de choses qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Et que voilà, comment aujourd'hui je me sens plus acteur et il y a des choses où je peux me dire avec le recul, tiens, je me sentais un peu comme une marionnette. Et finalement, si on est là aujourd'hui dans cette conversation, dans ce podcast, c'est aussi pour parler des hommes. Et moi, un des premiers hommes de ma vie, c'est mon père et aussi mon grand frère qui a 4 ans au-dessus de moi. Et mon grand frère a un handicap. Et j'ai l'impression qu'avec le recul, je peux me dire que j'ai tout le temps cherché des grands frères, notamment depuis une quinzaine d'années. J'ai l'impression qu'à l'aube de mes 30 ans, c'est là vraiment que quand j'ai rencontré MKP, qui est une sorte, enfin c'est pas une sorte, c'est une initiation à la masculinité sacrée, on va dire ça comme ça. Donc voilà, en 2011, là où j'ai commencé mon chemin, j'ai pas tout de suite compris que je cherchais des grands frères. Donc je suis au milieu d'une fratrie, un grand frère et une petite sœur, et cette place du milieu, elle est jamais évidente. Je crois qu'il y a aucune place qui est évidente, mais elle a permis de me construire avec un
un père émotionnellement très absent dans une famille où il y a que les femmes qui parlent. Il y a voilà toutes ces injonctions certainement que d'autres ont entendues dans la société parce qu'on a grandi, je crois, dans la même société. Un garçon ça pleure pas, un garçon c'est fort, voilà. Et puis avec toute cette sensibilité qui m'anime. Où voilà, je faisais, je pense comme tous les petits garçons, en tout cas une majorité de petits garçons, dans ce qu'on a envie dans le patriarcat, comment ces petits garçons doivent se définir, et notamment en différence à un garçon, ce n'est pas une fille. Et donc moi à l'adolescence où j'ai un oncle homosexuel avec qui j'ai passé beaucoup de temps, et donc ça à Paris, dans le monde des artistes, dans le monde du stylisme et de la déco, et je vois que ça m'a pas mal nourri dans mes questionnements. Et voilà, en parallèle, je te parle depuis aujourd'hui, Loïc. J'ai fait des études de communication. Je pense qu'avec le recul, je me dis bah ouais, tellement je savais pas communiquer. Donc j'étais assez loin à l'université là-dedans. Donc j'ai fait des études d'art, communication, et puis je me suis spécialisé dans le journalisme audiovisuel. Et donc je vois bien que j'avais un besoin d'ultra communiquer, de faire des expériences à la radio, à la télé et dans la presse. Et puis dans l'événementiel d'une grande manière générale, c'était de relier les gens. Et la communication a été un truc vachement chouette pour moi, de comprendre, d'étudier, d'expérimenter sur. Puis c'était déjà les prémices de plein de choses avec mes amis les humains et les humaines. Donc voilà, 2011, je fais ce premier groupe d'hommes, et puis c'est la claque pour moi parce que je deviens boulimique de cercle d'hommes, d'entendre tous ces hommes de tout âge, de tous horizons, toute forme, toute histoire, de me dire voilà, mais en fait, je cherche plein de grands frères, quoi. Et donc voilà, je pense donc 2011, 2023, en 12 ans, je pense que j'ai dû participer à peu près 500 cercles. J'avais compté une fois. Pas mal, voilà. Voilà, des fois j'en faisais chaque semaine, même s'il y a 12 ans. Donc j'arrivais. Ça faisait déjà quelques années que j'étais en Suisse romande, donc je suis né en Alsace-Lorraine, et puis je suis venu passer du temps ici avec mon ami d'enfance, et puis la nature, la montagne et tout ça. Et c'est à Genève que j'ai compris que voilà, dans le regard d'un autre homme qui était en train de témoigner, j'ai dit je veux faire ça. Mais vraiment, encore une fois, Loïc, j'étais pas du tout conscient qu'en fait je cherchais des grands frères, parce que le grand frère qui a été pas normal, pas normé dans ce qu'on propose dans la société, bah du coup je cherchais plein de grands frères. C'est moi finalement qui a été le grand frère, en tout cas pour ma petite sœur. Et du coup j'ai été vraiment boulimique de chaque semaine, même faire 2 heures de route pour aller faire une soirée entre hommes. Et c'est quoi un homme, voilà, essayer de répondre à toutes ces questions, puis surtout avoir un espace de qualité qui n'existe pas dans la société. C'est ça en fait, c'est un espace où je me sens pas jugé, je peux parler de mon histoire, j'ai pas l'impression que je dois convaincre, je dois faire quelque chose pour être aimé, et donc du coup j'ai pu expérimenter une palette de diversité en moi, en résonance avec d'autres hommes, quoi. Donc ça a été vraiment la base de mon chemin de conscience, pour reprendre un mot qui raconte quelque chose. Je faisais déjà pas mal des stages de communication non violente, communication consciente. Donc j'avais besoin de mettre de la clarté sur ce que je vivais, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le chemin du couple comme voie d'éveil. Donc couple monogame hétéro classique, et j'ai répété des schémas tous les 3, 4, 5 ans, je changeais de couple, et à chaque fois, j'ai expérimenté beaucoup de choses, ce qui m'a permis à un moment aussi d'accompagner des relations, d'accompagner des couples, des gens en souffrance ou en chemin. Donc je vois que voilà, il y a ce truc facile pour moi de dire voilà, il y avait mon père qui communiquait pas, dans ma famille on communiquait pas, les hommes ne communiquaient pas leurs émotions, et puis avec ce grand frère en situation de handicap, et moi qui est coincé un peu dans tout ça, quoi, qui veut pas être un homme, parce que les hommes, c'est, selon ma vision, ils dominent le monde, ils dominent le vivant, la nature, les autres hommes, les enfants, les femmes. Quand ils pissent, ils se pissent sur les pieds, ils se lavent pas les mains, ils sont crades, ils sont machos, et j'ai pas envie d'être ça, en fait.
j'ai juste pas, je veux pas ressembler à ça. Et puis je me relis, je suis passionné de cinéma, je me dis tiens, est-ce que c'est James Bond, Indiana Jones, mes modèles, mais pas du tout en fait. Et donc je veux pas être d'un côté macho viril, je veux pas être un homme, de l'autre côté je veux pas me définir à la différence des femmes ou des filles. Et du coup je veux pas être un gentil garçon que je suis. Où je pose pas mes limites, je suis tous mes potes c'est des filles, je suis pas à l'aise avec les garçons, je suis pas à l'aise dans le vestiaire, je suis pas à l'aise avec les codes de la virilité, mais le gentil garçon ça marche pas non plus. Ouais. Et donc c'est ça en fait, c'est rechercher des modèles qui m'inspirent pour moi-même trouver ma place quoi. Voilà. Merci. Et où tu les as trouvés ces modèles? Est-ce que tu en as trouvé? Ouais, j'en ai trouvé un peu chez MKP, Mankind Project. Donc j'ai l'impression que c'est le plus grand groupe d'hommes à travers la planète. Je crois qu'on est 80 000, 100 000 hommes. J'en ai trouvé parce qu'il y avait des mecs qui avaient donc dans ma région on dirait 70 ans, donc 70 ans. Et puis tu es en Suisse. Voilà, je vis en Suisse romande, à côté du lac Léman. Et du coup, ces modèles, je les prends pas entièrement. Je veux pas leur ressembler, mais c'est des guides plus que des modèles. Oui. Où je me dis waouh, il a une énergie qui m'inspire. Moi, j'ai envie de sentir ça en moi. En fait, j'ai envie de sentir ça dans mon corps. Et depuis que je suis enfant, j'ai une forte conscience corporelle. Et donc, je vois que aujourd'hui, je suis un bon expérimentant. Je suis un bon accompagnant quand moi-même j'ai expérimenté dans mon corps, dans mes cellules, dans mes sensations. Donc j'ai une base de... ma grand-mère était prof de yoga à la fin des années 70. J'ai passé toutes mes vacances scolaires dans des vannes Volkswagen. Mon père a fait tout un chemin à Katmandou, donc j'ai des parents hippies, on va dire ça comme ça. Donc j'avais des huiles essentielles, j'avais de la macrobiotique, j'avais des graines germées, j'avais plein de trucs quand j'étais petit. Donc j'avais une forme d'ouverture. Mon père était passionné par la spiritualité, les religions. Donc il était musicien. Donc j'ai beaucoup passé du temps autour du feu dans cette grande famille, la grande famille de mon père qui est très ouverte, très communauté, très collective. Donc dans les fêtes de famille, on est 50, 60 ou plus. Où ça chante autour du feu, voilà. Moi en plus j'étais scout, donc il y a vraiment cette appartenance à un collectif. Donc dans la famille de mon père qui est très paysanne, il y a cette simplicité, cette communauté, cette fraternité. Où ils sont 7 frères et sœurs, donc ça, il y a du monde. Et donc ça m'a réjoui. Mais je le savais pas sur le moment, je le vivais, bon voilà. Et puis du côté de ma mère, c'est une famille très bourgeoise. Et donc j'ai cette double expérience d'éducation et qui fait que j'ai été très à l'aise dans beaucoup de monde dès l'adolescence. Voilà, j'ai commencé à porter des projets et donc j'étais avec des groupes de jeunes et puis j'étais dans des associations de jeunesse et puis j'avais déjà à 18 ans, 20 ans beaucoup de responsabilités et puis j'étais autant avec des élus que voilà, je vivais toutes sortes de mondes dans la même journée. Et donc ça, c'est l'impression que ça me définit pas mal, un peu ce multi casquette quoi, multi activité, d'être à l'aise et toujours le fil, c'est la communication. C'est vraiment ça mon fil, ouais. Un de tes accompagnements, si je me trompe pas, il s'appelle Vivre ensemble, qui sont des stages de 3 jours, je crois, pour hommes. Du coup, à quel moment, ou en tout cas, j'imagine que tu as organisé des cercles avant. Comment c'est venu cette formule pour toi, et c'est quoi ton intention à travers cet accompagnement? Ouais, merci. En fait, merci pour poser la question. Il y a juste une partie de ma vie que je dois dérouler là, de manière très courte, mais pour la genèse de ça, c'est après ces groupes d'hommes, donc dans les premières années, j'ai créé une relation avec une femme incroyable et qui est une relation qui m'a énormément chamboulé et qui m'a construit. Et elle faisait déjà des cercles de femmes et elle voyageait à travers le monde pour son travail qui est le tantra.
Et du coup, je me suis mis dans ce monde-là avec elle. J'ai commencé à voyager aussi, à expérimenter. Et je me suis rendu compte que quand j'étais petit, j'avais beaucoup de peur de la peur du voyage lointain. C'est-à-dire que j'étais beaucoup dans la tête et je rêvais, puis ça me suffisait. Et donc je me trouvais beaucoup d'excuses. À un moment, je voulais partir habiter au Québec, et puis au dernier moment, je dis mais non, je trouve des bonnes excuses pour rester par là. Et donc je vois que le fait que je trouve une alliée dans mon couple, et non plus tous les schémas de couple que je vivais auparavant, c'était thérapeutique. On appuie sur des boutons et puis je devais travailler toutes sortes de choses. Voilà, ça te parle. Et donc voilà, 2016, 2017, je me rends compte que ce couple que je crée avec cette femme d'origine irlandaise m'a ouvert tout le monde anglo-saxon, m'a ouvert voilà une facilité, une richesse de vivre des groupes mixtes. Et le tantra, c'est beaucoup l'expression des limites, c'est beaucoup l'expression de soi face à l'autre, le miroir et tout ça. Et donc je me suis retrouvé dans un stage permanent dans ma vie de couple à la maison pendant 2 ans, l'intensité 24/24. Et donc j'ai énormément cheminé avec ça très rapidement. Je pense que j'ai gagné pas mal d'années de thérapie ou autre, juste d'être présent dans mon couple, dans ce couple incroyable. Et donc c'est aussi l'expression des groupes mixtes. Et puis après, la co-animation, la co-organisation avec ma partenaire de stages privés pour des couples. Moi, j'ai toute une part de ma vie dédiée à la nourriture, à l'alimentation en conscience, l'alimentation vivante. Donc moi, j'étais chef privé, et puis ma partenaire faisait le yoga, les massages et tout ça. Donc on a beaucoup accompagné de couples, et donc à un moment, ces hommes dans ces couples hétéros souvent disent Benjamin, toi qui accompagnes autour du thème de la sexualité, du tantra, des limites et du corps, tu voudrais pas moi m'accompagner, moi et mon pote, ou j'en sais rien, faire un petit cercle d'hommes? Puis je dis non, pas du tout. Donc il y avait, je pense, un peu soit le saboteur, soit mais non, mais j'ai pas envie de ça, moi je suis bien dans la mixité, ensemble, c'est parfait. Et je commençais à vivre ça comme un métier à côté de la cuisine, et donc voilà, je continue à travailler dans les médias, voilà, multicasquette encore une fois, mais du coup j'ai freiné ce truc des hommes en disant non, mais ça m'intéresse pas. Je suis en tant que participant, ça me va bien. Et puis j'ai créé un premier cercle. Donc voilà, moi c'est la sexualité, l'intimité, c'est vraiment mon thème, quoi. C'est vraiment un thème que je porte cher devant là dans le monde. Et puis en fait, donc ça c'était juste avant Covid. Et donc ce cercle, j'ai invité une quinzaine d'hommes, et ça a été fou, quoi, fou de vérité, de précision, de clarté, et pour moi et pour les autres. Et donc très rapidement, j'ai créé un petit programme les mois qui ont suivi avec 5 hommes, je crois, ou 7 hommes, je sais plus, 6 hommes peut-être, tout en catimini pour que voilà, que ce soit un programme test sur les masculinités, sur l'ouverture au monde, sur les humains, sur les humains avec pénis, qu'est-ce que c'est. Et ces hommes en redemandaient. Donc voilà, j'ai fait pas mal de cercles en ligne pendant la période Covid. Et puis tout naturellement, voilà, les propositions que je faisais de manière mixte, j'ai ouvert ça uniquement aux hommes, parce que on me redemandait, et je voyais bien qu'il y avait un fort besoin. Un besoin, ouais. Ouais, c'est ça en fait. Et puis mon passé de journaliste ou d'ultra communicant fait que voilà, j'ai proposé ma voix dans le monde, quoi. Et puis il y a eu tout de suite voilà, il y a même la radio suisse qui m'a sollicité, la télévision. Enfin, c'est un contexte en fait. Je sais pas, je suis là, j'ouvre ma bouche, je me filme, et puis voilà, en face il y a, à tel point que la première édition du stage Vivre Ensemble, qui est un week-end d'immersion de 3 jours. Voilà, il y a des Belges, des Parisiens, des Bretons et des Marseillais qui sont venus. Donc ça montre bien, voilà, de faire 500 kilomètres ou plus, finalement, écoute, moi ça me parle, je viens, même si c'est en Suisse. Et voilà, j'avais envie de me dire, mais on va pas faire du développement personnel. Moi, j'aimerais bien que dans le monde, il y ait du développement collectif, un peu plus que le développement personnel. On va juste poser son cul là 3 jours avec 20 autres bonhommes, et puis on va voir ce que ça fait, quoi.
Donc voilà pourquoi ça s'est appelé Vivre ensemble. Que ça fait quoi si on enlève, si on crée une sécurité. De nouveau, Loïc, pas de jugement, être là pour soi, ne pas couper la parole, ne pas essayer de sauver l'autre, mais vraiment être là pour soi. Et pour la première fois de ma vie, peut-être, mon patron, mes collègues, ma mère ou ma copine, elle me coupe pas la parole. Et il y a 20 hommes autour de moi qui m'écoutent, mais qui m'écoutent vraiment. Et là, ça touche, quoi. Et le plus vieux de ce stage-là, il y a 2-3 ans, il avait 73 ans et le plus jeune 21, si je me souviens bien. Donc il y avait 50 ans d'écart. Donc j'ai vu la puissance du truc, quoi. Et encore une fois, hein, ça ne marche que parce qu'il y a un cadre. Oui. Il y a des limites. Voilà, ça c'est un peu moi, quoi. C'est beaucoup ma patte, ça. C'est que je crée beaucoup de limites. Un espace sécurisé. Ouais, mais des limites qui sont douces. C'est-à-dire qu'il y a une sagesse dans le cadre que je ne me connaissais pas, moi, qui échappait tout juste à l'armée pour diverses raisons. Mais je vois qu'il y a le cadre qui castre, il y a le cadre qui écrase, voilà, qui impose, et puis il y a aussi un cadre qui respire, un cadre qui est souple. Il y a des limites qui sont organiques, et ça me convient bien. Ça me va bien. Moi qui ai donné des dizaines, voire centaines de cours de cuisine depuis 10 ans dans ma vie professionnelle, il y a beaucoup le lien avec le vivant et les graines germées notamment, la fermentation et tout ça. Et je vois bien que le cadre organique, voilà, c'est ce qui me raconte, quoi. Quand je suis avec un cercle, avec des gens, bah voilà, le cercle c'est la cellule. Puis chaque cellule de cet écosystème vivant et vibrant, bah il respire, quoi. Donc quand il y a une cellule de l'écosystème qui va faire pipi dans le cercle des humains et des humaines là devant moi, bah du coup le cercle il se resserre, il se tisse, il se contracte, il respire. Donc je vois bien qu'en fait c'est juste un prolongement de qui je suis là quand je pose mon corps et j'ai rien à faire à part être là en fait debout avec ces autres personnes et dans le cercle spécifiquement avec des humains avec pénis, on va dire ça comme ça, parce que j'attire aussi des hommes qui sont pas hétéros dans mes cercles et donc c'est pour ça que je parle comme ça, c'est que je pense que les humains avec pénis ont été formatés de la même manière, en tout cas petits. Voilà, bah tu seras un garçon parce que tu t'arrives au monde avec un pénis, donc du coup il y a 2 cases, il y a la case fille, la case garçon, et ça aujourd'hui c'est plus valable parce qu'il se passe plein d'autres choses dans le développement des humains, mais du coup le prisme c'est toi petit garçon, bah voilà c'est les camions, les pompiers, les soldats, la guerre. Et puis les petites filles c'est le rose, la fragilité, la pureté. Enfin, et je pense qu'on a été formaté, éduqué comme ça. En tout cas de ma génération et des générations précédentes. Maintenant, quand j'entends les jeunes de 10, 15, 20 ans, 25 ans, waouh, quand j'entends des fois la maturité d'un jeune de 20 ans, je me dis ouais, mais moi à 20 ans j'étais un enfant, quoi. Donc voilà, il y a cette injonction, cette virilité. Et donc, quand je suis avec un cercle, spécifiquement avec des personnes avec pénis ou des mecs qui se disent hommes, bah, il y a pas de filles dans l'espace. Il y a pas de femmes. Donc, il y a peut-être des portes qui s'ouvrent pas. Il y a pas des liens automatiques, des schémas qui viennent perturber la séduction, l'amour, la virilité, des codes, même si ça peut être potentiellement une maman dans l'espace, j'en sais rien, qui prend soin, enfin, et voilà, moi qui ai donné encore une fois plein de cours de cuisine ou des repas privés, dès qu'il y a des femmes dans l'espace, elles veulent venir faire la vaisselle avec moi, je dis non, profite du repas, t'as rien à faire, fais-toi servir par un mec pour une fois, s'il y a des automatismes. Et donc je suis heureux voilà, d'avoir créé ces espaces entre hommes pour dire mais si on pouvait pas vivre ensemble autrement et de laisser émerger ce qui doit être là, quoi. Ouais, dans vivre ensemble, il y a vivant. T'as parlé de vivant tout à l'heure. Ouais. J'ai cru comprendre que c'était une notion, une valeur importante pour toi. Ouais. Oui, parce qu'il y a de l'automatisme en fait. Et donc il y a le mort-vivant qui est là aussi. Il y a la déconnexion à ma respiration, à mon corps. Je suis dans ma tête.
Et donc, voilà, à un moment, la crise du milieu de vie, 30 ans, 40 ans, 50 ans, le cancer de la prostate. Là, moi, je vis en Suisse. Il y a 29% des hommes qui ont un souci dans leur vie avec la prostate, donc quasiment un homme sur 3. C'est énorme. C'est énorme. Il y a la plupart des conduites à risque, les sports extrêmes, les addictions, les personnes en prison, les morts violentes sur la route. Enfin, c'est perpétué dans le monde des humains. Je sais pas combien on est, 8, 9 milliards. C'est une majorité d'hommes, en fait. Donc du coup, je me dis, mais les mecs, ressentez. C'est dur de ressentir, mais venez ensemble, on va ressentir, parce que ça fait peut-être des millénaires qu'il y a un système qui est toxique pour le vivant. Et on a arrêté de réfléchir, on a arrêté de sentir, en fait, de se couper des émotions et tout ça. Donc moi, le premier, je l'expérimente sur moi. Je me dis, waouh, j'ai fait un burn-out. C'était mon premier job, j'avais 25 ans. Mon premier vrai job. Et je me dis, non, moi, j'ai besoin de ressentir aussi, quoi. Et donc, j'expérimente. Puis à un moment, je dis, mais en fait, je connais ça chez toi, parce que moi, je l'ai vécu aussi. Et donc, je me permets de te dire, n'attends pas d'avoir un divorce malheureux, d'être d'un licenciement, ou d'avoir une crise de milieu de vie pour te mettre en chemin, quoi. Et c'est connu, et les médias en parlent de plus en plus, de la vulnérabilité, de proposer d'autres directions, quoi. Et c'est ça que j'aime faire, mais ça ne marche, encore une fois, Loïc, que dans un espace en sécurité, où je peux exprimer mes émotions, je me sens pas jugé, j'observe le monde, le discours médiatique, politique. La plupart du temps, les personnes parlent en on. Le fameux on est un con. Parler au nom du jeu. Parler en jeu, c'est m'approprier ma parole, m'approprier mon expérience. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de monde autour de moi qui parle en jeu, dans le discours ambiant. Oui, le fameux on. Oui, moi ça me crispe toujours quand j'entends du on. J'ai l'impression qu'on m'inclut dans quelque chose qui m'appartient pas. Et c'est dur, parfois, pour les gens de venir au jeu. Qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je fais, prendre la responsabilité. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu dis, prendre la responsabilité. Et l'éthique de langage, tu vois quand tu fais ça. Et en fait, tu sais, on arrive et puis on dit comme ça. Mais qui ? C'est qui ? Et moi, je me sens pas relié au cœur de l'autre quand l'autre parle en on. Et quand l'autre dit tu vois, et moi je le veux, je le propose dans la vie quotidienne, c'est-à-dire je me permets de couper la parole à quelqu'un en disant moi ça me parle pas, en fait, j'ai besoin de profondeur dans le lien. Est-ce que tu serais d'accord comme dans les cercles, de parler aussi en jeu, où tu vois quand tu fais ça. Oui, mais c'est une manière de passer à côté de l'expérience, quoi. Et toute la société conspire, peut-être. C'est un glissement, c'est un glissement qui est plus que langagier. Je suis tombé sur la bonne personne. Donc ça veut dire que toutes les autres sont des mauvaises. Il y a beaucoup de choses qui nous déconnectent, quoi. Donc je parlais du corps, et finalement ma base, c'est aussi d'expérimenter sur moi. Je te le disais tout à l'heure. Et si nos philosophes, il y a quelques centaines d'années, avaient dit je ressens donc je suis, ou je sens donc je suis, je pense que la planète serait vraiment différente. De lâcher un peu la tête. Qu'est-ce qui surprend les hommes dans ces expériences, dans les expériences que tu proposes ? Alors là, récemment, il y a à peine 10 jours, je suis sorti du quatrième édition de ce stage. On était 23 hommes là pendant 3 jours. C'est la douceur. C'est les câlins entre hommes, les fameux hugs, mais c'est la douceur. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, toutes ces injonctions à la performance, à payer le leasing de la voiture, à foncer droit dans le mur, à arriver à la retraite, les gens fonctionnent comme des robots. J'observe la société, puis je lis beaucoup, je me documente et tout, puis je vois qu'il y a, je sais plus, 95% ou 90%, il y a une étude en France qui dit les gens sur leur lit de mort, ils regrettent. 90% des gens regrettent de pas avoir dit plus des choses, ou moins écouté la vie des autres. Et je me dis, mais en fait, ça va pas.
Et donc, arrêtons de forcer. Et c'est quoi l'opposé de forcer? Bah, c'est laisser venir. C'est même pas lâcher prise, parce que lâcher prise, ça nécessite de tenir quelque chose puis de le lâcher. Alors que laisser venir, c'est une posture d'ouverture et de respirer dans ce qui est là, d'arrêter de contrôler et tout, d'accueil, voilà. Puis d'un coup, bah, c'est doux. Quand je laisse venir, c'est doux. Puis à la fin, et ça, c'est les hommes qui sont très surpris, à la fin de cette douceur, il y a un impact de malade. Il y a une puissance, donc c'est ce que je développe. J'appelle ça la douce puissance ou la puissance douce. Et donc, il n'y a pas besoin d'en chier pour voir qu'il y a un changement. Donc, j'anime toutes mes propositions avec beaucoup de douceur. Parce que je sens qu'il y a un équilibre à trouver dans tout ça et non pas être dans un extrême, soit le mec viril qui joue à la guerre et qui viole le vivant, soit le gentil garçon qui sait pas poser ses limites et qui dit oui à tout. Et donc au milieu, j'ai l'impression qu'il y a une voie à trouver, un équilibre et c'est ça qui me plaît, quoi. C'est dans cette douceur. Il y a eu tellement de maltraitance, tellement de violence, il y a même pas de mots, quoi. Ce que l'humain est capable de faire à sa propre espèce et puis aux autres et à soi-même, en fait. Que voilà, ce vivre ensemble que je souhaite, c'est la direction que je propose, en fait, c'est d'aller avec cette douceur. Et je me suis bien vite rendu compte que je passais beaucoup de temps avec des hommes, que c'était génial, ça me nourrissait, mais j'avais aussi besoin en parallèle d'avoir des espaces ensemble, de aussi dire, vous avez vu, il y a aussi des hommes qui bougent, vous, chères femmes, chers alliés, on n'est plus forcément tous et toutes dans la division, mais on peut aussi se relier. Il y a peut-être des endroits où on peut se retrouver, quoi. Donc voilà, je me suis dit qu'il y avait deux espaces. Il y avait le premier espace de déconstruction. Il y avait vraiment cet espace entre hommes où il se passe plein de choses parce que justement, il n'y a pas de femmes dans l'espace. Et puis une fois que j'ai un peu cheminé là, je me dis, et si j'allais voir des femmes et me confronter sainement, hein, confronter, c'est très doux comme mot, hein. C'est faire front avec, c'est être front avec, c'est pas négatif, quoi. Il y a le mot opportuniste aussi que j'utilise beaucoup. Opportuniste dans un sens noble. Un enfant, il a faim, bah il regarde s'il y a à manger, quoi. C'est une opportunité. Voilà, il a besoin d'un câlin, bah il le dit. Et nous, les adultes, on est opportunistes quand on va chercher quelque chose au détriment de l'autre. Alors que opportuniste, ça peut être très doux, très simple, très très beau, très engagé. Et donc opportuniste dans le sens que je me sens castré par ma maman quand j'étais petit, j'ai eu un divorce malheureux, et tu vois, puis il y a une personne qui se relie à son histoire qui dit voilà, Benjamin il crée un espace de qualité, il y a un début du voyage, il y a une fin du voyage, on peut pas arriver au milieu du cercle, au milieu du stage comme ça. Voilà, on s'engage. Et aujourd'hui, les gens ont de plus en plus, je trouve, de la peine à s'engager. Et voilà, la période Covid nous a montré ça, j'imagine. En tout cas, ça a accentué que finalement beaucoup de gens s'engagent à la dernière minute. Donc il y a voilà dans l'agenda, tiens ce week-end il y a ça, tiens je me sens comme ça, il y a peut-être ça, je vais peut-être aller voir telle personne ou vivre telle chose, et puis je vais le décider que la veille. Et donc voilà, depuis 1 an et demi peut-être, quand il y a un stage de 3 jours, j'ai à chaque fois au moins un mec qui m'appelle la veille. Et je me dis, mais attends, 3 jours dans l'agenda, c'est beaucoup de réserver 3 jours de disponible. Ouais, t'as intérêt à être bien disponible. Mais donc ces personnes-là, elles attendent le dernier moment pour s'engager, pour sentir si. Et donc c'est quoi le truc derrière ? Bah c'est la peur, ou c'est le doute, et c'est l'opportunité de savoir si j'ai vraiment envie d'aller me confronter, quoi. Et puis une fois qu'ils ont fini, ils disent mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt ? Bah ouais, génial. Donc voilà. Et puis donc c'est pour ça que je suis allé petit à petit. J'ai des cercles qui durent 2 heures. J'ai des soirées, j'ai des journées, et puis j'ai des stages un peu plus immersifs, quoi. Et en même temps, ça répond de moins en moins à mon besoin de profondeur et d'impact dans le monde. J'ai besoin de sentir que je me sens appartenir à une race d'humains qui se bougent, quoi, et qui arrête de faire semblant de tout ce qui s'est passé ces dernières décennies ou ces derniers siècles. Et j'ai besoin de m'engager avec des potes, quoi, avec des frères et sœurs. Et voilà, c'est très égoïste, hein, ce que je fais. Je le fais pour moi. Je crée des stages pour trouver des amis avec qui cheminer dans le monde, quoi.
je crée des espaces parce que je les trouve peu dans le monde. Et je vois que c'est facile pour moi. J'ai une force, j'ai un truc qui vient de je sais pas d'où. Et il y a des choses qui sont simples pour moi. Et j'utilise énormément les émotions. J'utilise énormément la musique qui est en lien avec les émotions. Donc j'ai tout le temps mon téléphone à la main, connecté en Bluetooth avec un haut-parleur, et j'emmène les gens assez rapidement parce que la musique est remplie de. Oui. Oui. Toi, je sais que t'es musicien, tu aimes ça. Donc voilà, d'aller en pas longtemps avec une musique, ça nous aide en 1 heure, 2 heures. Ouais, mais attends, il y a 1 heure, on se connaissait pas. Et voilà, le niveau de profondeur et d'ouverture qu'on peut atteindre dans un petit groupe comme ça, c'est cadeau. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. Et tu parlais d'engagement. Je le vois à mon niveau aussi. Dans une de tes vidéos, j'aime bien comme tu finis, où tu annonces, je viendrai pas te chercher, mais je suis disponible. Comment, je sais pas s'il y a un comment, mais comment on autorise les hommes comment on permet les hommes à s'autoriser à venir à ce genre d'accompagnement? Il y a des freins, il y a des peurs énormes. Et moi, je pense que le comment, en fait, il est pas tant relié au pourquoi. Parce que le pourquoi, pour moi, c'est le passé. Pourquoi on en est arrivé là, mais pourquoi on a besoin de faire ça, pourquoi je souffre, pourquoi j'en suis là. Parce que le pourquoi, il est lié à tout ce matraquage d'informations, les injonctions, la virilité, le patriarcat. Enfin, c'est bon, maintenant il y a plein de podcasts, il y a des bouquins, il y a tout ce qu'on veut. Enfin, on sait pourquoi on en est là. Donc moi, j'ai pas cette énergie du présent. Ça me parle pas, en fait. Je suis pas en train d'essayer de limiter la disparition des espèces, d'être sur le bateau avec Greenpeace ou Sea Shepherd. Je suis pas en train d'essayer de limiter la disparition des abeilles. C'est pas moi, en fait. Ça me demande beaucoup d'énergie de faire ça. Moi, je sens que je suis déjà dans le futur. Je suis déjà en train d'innover, trouver des solutions. Et ça me demande pas d'énergie. C'est aussi pour ça que je pense que dans les entreprises, j'ai fait des différentes interventions au niveau de l'innovation parce que c'est facile pour moi. Donc, pour répondre concrètement à ta question du comment, j'élimine le pourquoi, et le comment, c'est comment je peux croire que les expériences que j'ai eues entre hommes jusqu'à maintenant, donc je pense surtout à boire des verres, les prises de drogue, les sports extrêmes, les conduites à risque, les voitures de course, les motos, les sensations, la glisse, j'ai dit les drogues, le café, le tabac qui me permet de pas oublier de respirer. Ça y est, je respire quand je fais une pause clope. Moi, je crois que ça fait, je sais plus, 25 ans que j'ai arrêté de fumer, mais en fait, à la fin, c'est le comment je peux croire que cette expérience dans les vestiaires, quand j'étais ado, elle est juste. Comment je peux croire qu'il n'y a pas d'autres solutions, il n'y a pas d'autres opportunités que juste de boire des verres et de discuter avec les potes et de faire semblant que tout va bien? Comment je peux croire dans ma chair, dans mes cellules, que, en fait, mes meilleurs potes, ils me donnent que des conseils sans que je leur demande? Ils me disent, toi, avec ton ex, tu devrais faire ci, peut-être tu devrais quitter ton boulot. Mais je t'ai rien demandé. Écoute-moi pour une fois. Et donc parfois les hommes avec leurs meilleurs potes, ils font les choses par habitude. Alors, je fais une grosse généralité parce que c'est pas du tout la majorité, mais c'est peu visible dans le monde des médias qu'il y a plein d'autres hommes qui créent d'autres expériences pour arrêter de croire que c'est ça qui nous a façonnés. Et donc d'aller dans un espace entre hommes, mais il y a plein de mecs qui ont envie. Et c'est pas des hommes qui m'écrivent, c'est des femmes. Sur 100 messages que je reçois, c'est 90 femmes qui disent « j'aimerais bien que mon mari vienne. Je vais envoyer ton stage, la proposition de ton stage à mon frère, à mon ex, à mon futur, à mon pote. Enfin, voilà. Merci de faire ça pour les hommes. » Et plusieurs fois par an, j'ai des personnes, femmes, qui offrent des propositions, des stages à des personnes hommes. Chouette. Donc c'est bien qu'elles ont envie, ces femmes, de voir qu'il y a d'autres hommes qui sont en chemin. Et j'ai discuté avec mon partenaire homme, oui, ça l'attire, mais il va pas venir. Il sait ce qu'il doit faire, mais il va pas faire ce qu'il faut. Donc comment on peut attirer les hommes dans une proposition d'expérience différente? C'est la sécurité, je pense. C'est que tu vas pas mourir.
Au pire, tu vas gagner quelque chose, mais en tout cas, tu vas pas mourir. Donc, je pense que ça, c'est... Ouais, ok, on va pas picoler, ok. Donc moi, c'est assez engagé. Quoique j'aimerais bien interdire la cigarette dans mes stages, mais bon, voilà. Il y a pas de viande, déjà, c'est pas mal. On peut pas dire son métier. On n'a pas le droit de dire son métier. Parce que c'est une proposition de jugement direct. C'est-à-dire que si moi j'arrive, coucou Loïc, tu sais, moi je suis avocat à Paris, bah tu vas me regarder de la tête aux pieds. Et donc en faisant ça, je te fais porter une charge. Je te fais porter une charge. Je vais pas te laisser libre de me découvrir. Et donc tant mieux, ça va te permettre de... Ah bon, bah dis donc Benjamin, tu fais pas du tout avocat, toi. Alors vraiment pas. donc chouette, tu vas être curieux de me rencontrer, mais du coup, il n'y a pas cette ouverture de qu'est-ce qu'on va vivre tous les deux quand on se rencontre. Parce que du coup, moi j'ai tellement l'habitude de poser cette étiquette dans le monde que mon statut social me définit. Et donc j'ai animé une fois un atelier, je crois qu'il y avait quasiment 100 personnes. Parce que j'ai des grands groupes des fois. Je suis allé même j'ai fait un cercle de 200 et quelques personnes une fois dans une immense salle, un micro, tu sais comme Céline Dion là, le truc derrière l'oreille. Là. Et puis bah c'était pas possible, on a fait 3 cercles en fait. C'était voilà, mais j'avais 1 heure d'atelier et je remercie encore les personnes qui m'avaient invité à cet atelier. Et c'était fou de me rendre compte qu'en fait, si on ne dit pas son prénom, on dit pas d'où on vient et on dit pas son métier, bah comment je peux me définir? Et donc voilà, les propositions de vivre ensemble qui m'animent, c'est aussi de dire définis-toi autrement. Bah comment? Bah qu'est-ce que tu vis là? Je sais pas, j'ai faim. OK, bah faim. Comment tu te sens? Peur. Peur. Et c'est un bout de ma couleur rouge, joie, voilà. Et du coup de se définir autrement en groupe, en sécurité, où tu sais chacune sait que je vais pas être coupé, j'ai un temps de parole, c'est clair, on explique ce qu'on va vivre, en tout cas le processus, la direction. Et en fait c'est ça, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'espace de qualité dans le monde pour pas forcément déconstruire, parce que ça c'est une résultante, mais en tout cas pour être, ou en tout cas oui, mais avant de construire il faut faire un constat, j'ai l'impression. Moi j'aime bien, je sais plus si c'est Edgar Morin ou d'autres personnes très inspirantes qui disent on mesure la qualité d'une civilisation par la qualité de son enseignement. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'on enseigne ou qu'on éduque les enfants à être des meilleures personnes, à se trouver elles-mêmes. Et je mesure qu'il n'y a que trop peu d'espace pour vivre la colère dans nos sociétés. Et la colère, c'est une chouette émotion. C'est une énergie positive. C'est une émotion. En fait, c'est une énergie. Parce qu'elle est pas que positive, elle est ni négative ni positive, c'est une énergie. Après, qu'est-ce que j'en fais? Et tous les jeunes enfants, ça devrait être obligatoire qu'ils fassent de la boxe, des arts martiaux, qu'ils fassent plein de choses. Et ça devrait être gratuit, ça devrait être financé par l'État. Mais l'État n'est pas bienveillant face à l'individu. L'État, il s'en fout, lui, il voit une masse. Mais voilà, l'individu, il a besoin d'exprimer. Sinon, c'est intériorisé, c'est imprimé à l'intérieur. Et d'un jour, ça pète, quoi. Et je trouve cool de le vivre dans des espaces en sécurité pour que ça pète, mais que je fasse pas du mal aux autres, que je crée des nouvelles impressions en moi, des nouvelles sensations. Et toute cette conscience corporelle qui m'anime, j'essaie de la proposer. Moi, j'ai eu du mal à comprendre que tous les autres hommes, ils étaient pas sensibles comme moi. Moi, je pleurais beaucoup et je comprenais pas pourquoi les autres hommes, ils pleuraient pas. Tu vois. Et il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans, j'entends un mec dans un stage qui dit c'est la première fois de ma vie que je pleure ou que je conscientise que je pleure. Et il avait 50 ans. Il avait facilement 50 ans. Je me dis mais comment c'est possible? Pourquoi on doit juste vivre la joie et puis c'est tout? Parce que non, il y a peut-être d'autres émotions qui sont juste à vivre. Et après c'est la couleur qu'est-ce qu'on va imprimer sur cette émotion, quoi. Donc voilà, déconstruire dans des espaces parce que la société nous propose pas beaucoup d'autres expériences, quoi. Donc le fait de se retrouver dans une expérience, il y a toutes sortes d'expériences entre hommes. Là, je vois qu'il y a des propositions anglo-saxonnes teintées très américaines qui débarquent en Europe. Et moi, ça me parle pas du tout parce que à peine t'es arrivé, on te file les gants de boxe. Et c'est très américain, donc c'est très le show comme ça.
Et je me dis, mais nous, on n'aurait pas une couleur francophone ou Suisse, Belge, France, par exemple. Et il y a des Français qui vont dans ces cercles entre hommes et super. Mais est-ce que nous, on pourrait pas aussi prendre en main quelque chose? Donc je suis heureux qu'il y ait ça, mais voilà, moi parfois je me sens un peu seul à porter une voix, quoi. Je me dis, mais il y a tellement de choses qui se font là aujourd'hui, mais est-ce qu'on pourrait pas s'arrêter 2 secondes, respirer et puis essayer de réfléchir ensemble ou de ressentir ensemble, quoi. Alors il y a plein de propositions, hein. Je trouve ça génial. Et justement, comment on inventerait collectivement des nouvelles façons d'être ensemble? Bah, pour reprendre tes mots. Bah, il y a énormément de choses qui se passent. Je pense à un ami commun qu'on a ensemble, Étienne Hayem, qui réfléchit sur les propositions d'intelligence collective. Il y a l'université de nous. Enfin, il y a tellement de personnes qui réfléchissent et qui mettent en place pour des structures entrepreneuriales, associatives, des nouvelles gouvernances, des nouveaux moyens d'être ensemble et d'inventer. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'émotions à mettre là-dedans, une sorte d'intelligence relationnelle, une sorte d'intelligence émotionnelle, et puis de dire que c'est plus le scientifiquement prouvé qui fait foi. Donc, ça pourrait être ça, partir du cœur et arrêter de partir de la tête, donc de réinventer. Ça existe déjà, mais de manière plus collective, de porter d'autres voix. Je pense que c'est ça, de montrer, d'oser se mettre en avant. Chose que je fais depuis que je suis gamin, en fait. Donc pour moi, je réfléchis pas, en fait, je le fais. Je suis un opportuniste, quoi. Je pense que voilà, depuis que je suis enfant, à 9 ans, je crois, je faisais le Binge Magazine. C'était un petit feuillet de 6 pages que j'écrivais à la main, où je tapais à l'imprimante, à la machine à écrire de ma maman. Puis j'allais la photocopier à son travail. Et puis c'était des petits articles, des dessins sur la vie de ma famille. Donc c'était très égocentré. Et puis j'essayais d'aller dans la rue et de le vendre pour quelques centimes à mes copains dans la rue, tu vois. Bon voilà. Et puis à 12 ans, je faisais déjà des stages d'audiovisuel, je filmais beaucoup. J'étais avec un de mes oncles qui était monteur audiovisuel, et puis des propositions avec une de mes tantes qui était productrice, avec une de mes tantes qui était chargée de production et puis qui travaillait dans une émission de radio. Donc adolescent, je faisais des voix à la radio, et puis à 18 ans pour différents projets, j'étais en direct sur Eurosport, et puis je sais plus quelle télé à Paris là sur le monde parce que moi je viens beaucoup du monde des sports de glisse, et puis finalement à 25 ans, quand je travaille aussi de nouveau à la télévision, je me dis finalement porter une voix, c'est moi, quoi. Et donc aujourd'hui, ça pourrait être ça pourrait être d'oser témoigner, oser témoigner de son expérience. Et je me sens triste là dans mes groupes mixtes cette année, j'ai eu quasiment 200 personnes depuis février dans mes groupes, et dans les 200 personnes, j'ai peut-être à peine 10 qui m'ont envoyé un témoignage. Je leur demande, c'est important pour le reste du monde, filmez-vous, je vous filme, un petit texte, un extrait audio, peu importe ce que c'est, mais une voix qui porte de ton expérience pour donner envie à d'autres personnes de venir dans des espaces. Alors cette année, j'ai fait beaucoup plus de choses en mixité que entre hommes, mais voilà, n'empêche, là j'ai énormément de choses, j'ai énormément de propositions pour les hommes qui arrivent là tout bientôt. Mais comme c'est pas les médias classiques qui portent ces voix-là, est-ce que c'est les algorithmes de Facebook qui te permettent d'ouvrir à d'autres expériences? Je suis pas sûr. J'aime beaucoup ce que Einstein nous raconte, en tout cas on lui attribue ses propos, c'est finalement de faire tout le temps la même chose en espérant un résultat différent. Ça s'appelle la folie. Donc c'est être fou que de dire que je veux changer mais que je fais rien pour changer, c'est-à-dire que je reste dans mes habitudes. Donc si je reste dans mes habitudes, de prendre tout le temps la même voie, d'aller d'un point à un point B, de me lever de la même manière tous les matins, d'écouter la même musique, je vais pas entendre d'autres histoires.
Et Cyril Dion et d'autres portent des nouvelles histoires. Ça me plaît beaucoup, ça, le storytelling. Et c'est ça que j'essaye de faire à ma petite place, mon petit colibri, de porter une voix. Mais j'aimerais que d'autres aussi puissent le faire. J'ai vécu ça entre hommes, ça m'a fait peur quand je suis arrivé. Et en même temps, voilà ce que ça raconte de moi, voilà ce que j'ai découvert. Je ne peux que conseiller les autres hommes de faire ça. Et il y a peut-être un jour un gars qui tombe sur ce témoignage et qui dit oh, ça me parle, j'ai envie de faire ça. Et le colibri, il s'anime, et tous les colibris ensuite, ils portent une voix commune. Et c'est une diversité d'expériences en fait. Ça s'appelle des humanités au pluriel. Et donc plusieurs fois par an, là il y en a un bientôt là en mois de novembre à Lausanne. J'appelle ça cercle d'humanité au pluriel, parce que du coup je suis seul avec ma voix, mais à plusieurs, est-ce qu'on arrive à se rencontrer avec chacune nos voix quoi. Donc voilà, continuons de raconter des histoires et surtout n'ayons pas peur que ça puisse avoir un impact quoi, et que c'est pas toi petit gars qui a cette expérience qui moi ça me fait flipper presque l'empreinte des religions, soit fidèle à l'autre jusqu'à ce que mort s'en suive, faut souffrir pour être belle, la vie c'est dur, et donc du coup mais j'oublie d'être fidèle à moi d'abord. Sinon je deviens égoïste et arrête de raconter tes réussites, et en fait non. Venez on inverse quoi. Et donc moi j'aime bien je suis très sensible aux mots et j'aime bien être précis, parce que quand c'est précis c'est précieux, et donc j'arrête de parler par habitude, et donc je propose une expérience qui secoue dans la douceur. Je propose à d'autres de s'emparer du truc, et moi j'ai même fait ça s'appelle le cercle des gardiens, j'ai même formé des hommes pour créer dans leur région des groupes d'hommes, et donc j'ai eu à ma grande surprise pas que des Suisses dans ce stage, et puis du coup on m'a dit mais t'es en train de former tes concurrents. Mais génial, mais je suis content de former mes concurrents. Sortir de la concurrence. Ouais. Voilà, donc c'est ce que proposent d'autres structures pour dire qu'il y a de la coopération, il y a de la cohabitation, il y a de l'entraide, il y a du soutien. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Et des hommes comme Mathieu Thomé à Paris ou Étienne Hayem à Montpellier, ils portent ces voix-là. Et toi, rien que dans ton podcast, tu portes une voix qui permet à d'autres de se laisser inspirer, quoi. Et donc du coup, cette direction commune à un moment, c'est de moins me sentir seul avec ce que je vis, parce que j'ai l'impression que d'autres peuvent vivre la même chose. Et encore une fois, oui, c'est confrontant. Et alors oui, la société me dit que je suis hypersensible, et qu'aujourd'hui il y a tout un truc, ça fait des années même, les enfants indigos, les enfants zèbres, toi t'es hypersensible, toutes les étiquettes qu'on nous met, mais l'hyperactif et tout ça, mais non. Stop, respire, c'est pas vrai. C'est pas toi qui es hypersensible, c'est la société qui est hyposensible. Donc moi c'est ça, j'aime me dire que j'inverse le truc. J'inverse pour plus mettre d'ouverture, tu vois? Et de dire mais non, mais c'est vous qui sentez rien en fait. On a tellement arrêté de sentir depuis autant d'années, mais venez, qu'est-ce que ça fait d'avoir violé toutes les femmes de la terre? Qu'est-ce que ça fait d'avoir vécu la Shoah? Moi je suis né près de Verdun, en Meuse, en Lorraine, et je peux imaginer que mes ancêtres, ils ont eu peur, ils ont eu faim. Quand je vais voir ma maman là dans l'est de la France, je me rends compte qu'il y a des villages, c'est marqué village martyr. Un village qui a été entièrement rasé sauf l'église, parce qu'on a mis les 300 villageois dans les églises et on les a assassinés. Mais je me dis, mais venez, on ressent ça collectivement, quoi. Oui, il y a des monuments à travers la France, mais c'est le monument, c'est un pays mort, en fait. Pourquoi il n'y a pas de monument à la gloire de nos espoirs, en fait, et de nos rêves? Et voilà. Ouais, imaginer des nouveaux possibles. Et un de tes autres accompagnements, c'est ce que tu appelles du slow dating. Quel constat, quelle tendance tu observes sur les relations homme-femme ou moi, la relation amoureuse, je trouve que c'est un truc incroyable. En tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup expérimenté. Et en février, j'ai ouvert un truc qui s'appelle Slow Dating, qui est en train de se transformer dans l'art de la relation. Parce que finalement, vivre ensemble, ça s'apprend.
Ça, c'est un peu mon sous-titre. Vivre ensemble, ça s'apprend. Et en fait, ce que j'observe, c'est que la majorité des gens ont peur et n'y vont pas. Alors que, comme dirait Franck Lobvé, quittons le monde du ou pour aller dans le monde du et. Ce qui veut dire, quittons le monde de la division. Je suis en joie ou en tristesse, je suis un homme ou une femme, je suis bien ou mal. Non, je suis les deux. Je suis en joie et en tristesse au même moment. Ouais, je vais faire de la place en moi pour ressentir. Et du coup, j'ai peur et j'y vais. Donc là où j'ai 2 ou 3 choix devant moi dans ma vie, le choix où je sens que j'ai le plus peur, franchement, c'est celui-là que je dois emprunter. Parce que c'est celui-là qui va m'apporter le plus de clarté, d'expérience, de sensations, de sagesse, d'opportunités. Et donc, la relation amoureuse avec ces projets, donc les quasiment 200 personnes que j'ai pu observer cette année dans ces slow dating, donc des rencontres pour hétéros célibataires, des rencontres où il y a plus de conscience et d'authenticité, c'était que j'ai peur et je fais pas grand-chose pour transformer, pour changer, pour expérimenter, quoi. Je bloque, je suis figé. Et ouais, d'une manière générale, je trouve que l'humanité est très très figée, quoi, très sclérosée, notamment à travers la respiration, le mouvement, le son, la parole. On pourrait un peu plus se raconter, se dire, et la relation amoureuse, alors là, ça marche ou ça marche pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un laboratoire de dingue. C'est un laboratoire de fou, quoi. Cette relation de couple, ou en tout cas cette relation amoureuse avec l'autre. Et ouais, donc voilà, je peux pas être en relation avec l'autre si je suis pas déjà en relation avec moi. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est ce que je disais, c'est vraiment de créer ce contexte particulier de sécurité où il y a un début, il y a une fin, je peux expérimenter dans un laboratoire, en sécurité, mes émotions, ce que je ressens, je peux parler, partager, je me sens pas coupé dans mon élan d'avoir peur et d'oser, d'y aller et tout ça. Et très peu d'hommes s'inscrivent dans ces propositions, alors que c'est fou, c'est beaucoup plus tranquille d'être derrière un écran, dans une application de rencontre. Le monde du porno et le monde des rencontres en ligne, c'est des marchés de dizaines, voire peut-être centaines de milliards d'euros annuels sur la planète. L'armement, le monde médical, scientifique et des médicaments, et le troisièmement, le porno. Donc vraiment, ces 3 mondes sur la planète Terre, l'armée, le militaire, le monde des médicaments, de la science et du médical, et le troisième monde qui est le porno et les rencontres en ligne, c'est les 3 industries les plus puissantes selon moi sur la planète. Et du coup, c'est confortable d'être derrière son écran. Ouais, mais la vie c'est pas là. La vie c'est pas là. Et j'ai peur un peu pour les ados et les jeunes d'aujourd'hui qui sont devant leur écran. Moi, j'ai pas grandi avec des écrans. Et la Suisse, là où je vis depuis une bonne quinzaine d'années, est un des pays dans le monde où il y a le plus de suicides chez les 16-25 ans, derrière le Japon. Et on n'en parle pas. Il y a très très peu de médias en Suisse qui en parlent. Oui, on en parle, mais trop peu. C'est un fléau. Je crois qu'il y a 200 ados qui se suicident par année en Suisse, et c'est énorme. 200 jeunes adultes qui mettent fin à leur jour. C'est triste. Ouais, c'est fou. C'est fou que ce chiffre soit là dans un pays dit moderne. Et ça me désole, et j'aimerais pouvoir être un modèle avec d'autres. J'aimerais pouvoir créer des espaces pour les ados, pour qu'ils puissent se sentir entendus. Et c'est pas l'âge bête, c'est l'âge d'or. Alors voilà, chaque année j'ai un élan vers les ados. J'essaie avec des mamans de créer des propositions. Voilà. Et quand j'y serai, en tout cas, c'est encore en gestation, mais quand je serai à cet endroit-là, je pense que je serai à ma juste place, quoi. Donc je continue d'expérimenter, de créer pas mal de coaching, soit en ligne, soit en présence, juste avec une seule personne. Donc je fais la majorité de mes propositions en Suisse romande, entre Genève et Lausanne. Je suis dans la forêt, par tous les temps, par toutes les météos, avec une personne pendant 2 heures, et puis on va marcher. On va marcher dans la forêt, donc c'est un accompagnement, j'appelle ça un coaching. Ça c'est ma première proposition. Ma deuxième, c'est des petits stages, des stages qui jalonnent mon année.
autour de des rencontres, du vivre ensemble, soit entre hommes, soit en mixité. Et puis il y a une troisième proposition qui est plus ouverte, où voilà, les gens des fois m'attendent pas. Une fois ils me retrouvent en train d'animer dans une foire, un atelier de cuisine, ou là ce week-end je vais animer un atelier autour du cacao, où je fais toute l'histoire du cacao pendant 500 ans, de 1523 avec James Cook à 2023. Je suis passionné de cacao, j'ai même développé une tablette de chocolat cru avec des amis français et péruviens. Et puis voilà, je développe plein d'autres choses. J'ai fait beaucoup des repas sensuels, sensoriels pour les couples au moment de la Saint-Valentin. Voilà, je fais à manger des fois dans mes groupes et dans mes propositions aussi. Voilà, j'anime, je co-anime, je suis avec le cœur dans des endroits qui font sens pour moi à un moment donné, quoi. Si tu as une bonne formule pour vivre ensemble, ce serait quoi? Waouh, c'est fort ce que tu dis là. Ça veut dire quoi une bonne formule? Est-ce que c'est un conseil déguisé, Loïc? Non. Je sais pas, des valeurs, ouais. Bien sûr, à travers tout ce que tu nous partages, il y a des clés, je crois, mais. Ouais, merci pour ta question. C'est bon, j'aime bien. Ça me fait réfléchir, ça me déstabilise, j'aime bien. Et je crois qu'en fait, une valeur primordiale pour moi, ça serait d'être incohérent. Ça serait que je m'écoute. Et que, tu vois, hier, je t'ai dit, je m'engage à venir t'aider à transporter les cartons de ton déménagement, Loïc. Et puis aujourd'hui, je me sens incohérent parce que j'ai mal au dos. Mais j'ose pas te dire que finalement, je le sens plus vraiment depuis hier. Et je suis un mec d'engagement, donc face à toi, obligé, je suis le gars qui fait des groupes d'hommes, forcément, je m'engage. Peut-être je dois embrasser mon incohérence et me dire qu'aujourd'hui, c'est pas ok pour moi, en fait. Et donc je nourris cette incohérence. Ça, c'est challengeant parce que je m'engage, hein. Donc c'est chaud aussi pour moi, quoi. Donc je pense qu'il y a écouter ma petite voix, écouter mon intuition, écouter mes sensations à chaque instant. Voilà, ça serait ça, cette première direction, c'est aller vers moi, quoi. Et si Biden et Poutine pouvaient un peu se regarder le nombril et aller à l'intérieur, voir leur guerre intérieure, je pense que le monde y serait différent. Donc moi d'abord. Ça s'appelle pas égoïste, ça s'appelle individualiste. Donc ça veut dire que je respire en moi tout en prenant soin de l'autre. Et là, je vais revenir et je vais te dire, Loïc, j'ai mal au dos ce matin, je me sens incohérent, je me sens bête parce que je me suis engagé avec toi hier. Et puis, comment c'est pour toi? Donc, je prends soin de moi en te disant ça, mais je prends soin de la relation. Voilà, exactement. Et donc, tu vas me dire, je sais pas, tu veux pas quand même venir? On a besoin de quelqu'un pour faire à manger. Et puis, toi, tu transportes pas les cartons, mais tu fais... Et du coup, paf, cool, ok, je viens. Et on a créé une chouette opportunité, du coup. Donc, ça serait ça pour le vivre ensemble, si chacun pouvait un peu se regarder, soi, et arriver avec tout son bordel. Moi, j'appelle ça le joyeux bordel parce que se regarder, ça peut être joyeux. Et puis d'arrêter d'être à l'extérieur, quoi. Et ça serait. Enfin voilà, moi je vois le monde depuis mon prisme de petit garçon éduqué qui doit bien se tenir et tout ça. Et puis aujourd'hui, si j'avais vraiment une baguette magique, alors je dis pas que je ferais plein de clones de Benjamin parce que ça serait super chiant. Ça serait super chiant. Mais si j'avais une baguette magique là tout de suite, je demanderais à un mécène de financer une école qui s'appellerait l'école du vivre ensemble. Et on formerait des tonnes de personnes pour après aller dans les écoles, pour aller partout sur la planète, pour apprendre aux gens à sentir ce qui est juste pour eux, à l'intérieur d'eux. Et notamment entre les genres. Entre les non-binaires, entre les trans, les homos, les hétéros, enfin bref, de croiser tout ce monde-là et de pas attendre qu'il y ait un pays qui est pas si loin de nous, qui va être enseveli sous les eaux ou qui va faire trop chaud pour que les réfugiés climatiques toquent à la porte de l'Europe et de la France, ce qui est déjà le cas. Mais quand 800 000 personnes vont venir toquer à la porte de la France, comment je fais pour vivre ensemble alors que j'ai peur de la diversité, j'ai même peur de mes propres parts à l'intérieur de moi que je réprime.
Donc cette école du vivre ensemble, c'est cohérent, c'est maintenant, c'est là. Et j'aimerais dire aux hommes dans ce vivre ensemble que je ne peux pas vivre avec l'autre si je n'arrive pas à vivre avec moi. Et je voudrais surtout dire aux hommes, parce que je me considère comme homme aujourd'hui, d'oser aller voir les autres et de leur dire ce que ça fait d'avoir une bite entre les jambes, ce que ça fait d'avoir grandi dans le monde dans lequel tu as grandi, toi, homme, et puis notamment auprès des femmes, auprès des enfants, des ados, et de partager plus authentique, quoi. J'hallucine à chaque fois de fin de stage, les mecs qui disent c'était se prendre dans les bras qui était le meilleur. Mais attends, on a crié, on a pleuré, on a fait des haka, on a couru, on a dormi, on s'est baigné, on a fait tellement de trucs, et c'est faire des câlins qui te restent. Mais tu rigoles. Et oui, mais c'est comme je dis toujours, pour moi, un câlin, un abrazo en espagnol, c'est deux cœurs qui se disent bonjour, donc qui s'honorent. Ouais. C'est pas étonnant, finalement, et tant mieux. Ouais, c'est pas étonnant. Mais surtout aussi pour les hommes, où on nous raconte, voilà, la société ne propose pas ça comme norme. L'hétéronormativité, c'est violent, enfin voilà. Mais voilà, il y a deux petites images qui me viennent là, Loïc, si je peux me permettre. Tu m'autorises à partager. Partage, on finira sûrement avec ça, mais partage. Oser la vulnérabilité, oser partager au monde que là, je suis dans la forêt ce matin, j'ai envie de pisser, j'ouvre ma braguette, je prends mon pénis dans mes mains, je fais pipi. Un geste que je fais des milliers de fois. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est vulnérable d'avoir un pénis dans la main. Il y a un truc qui sort de mon corps. Et là, s'il y a un sanglier, s'il y a un barbelé, s'il y a un bout de bois, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui me fout un coup de pied, j'en sais rien, c'est tellement vulnérable d'avoir un bout de chair qui sort là de mon corps. Et plutôt que de ressentir ça, voilà, depuis des millénaires, il y a le phallus qui se dresse, qui doit pénétrer, qui doit violer, c'est fou, quoi. Et donc voilà, de partager authentiquement ça, cette vulnérabilité. En tout cas, moi, ça m'a guéri de beaucoup, beaucoup de choses. Et je trouve ça bon. Je trouve ça vraiment doux, en fait. Et puis l'autre chose que je voudrais partager, c'est finalement, comment je peux prétendre d'avoir envie d'être avec les gens, d'être avec l'autre, si je vais même pas voir à l'intérieur de moi, notamment moi qui travaille beaucoup sur la sexualité, mais c'est quoi ta relation sexuelle avec toi-même? Mais vraiment. Et si je me masse les épaules, parce que j'ai un peu mal aux épaules, mais est-ce que finalement je vais voir mon pénis que quand il y a une relation sexuelle avec quelqu'un? Mais c'est quoi la relation sexuelle avec mon pénis? Mais j'en ai pas, en fait. Je le touche pas, je le caresse pas, je me masse pas. C'est une partie à part entière. Il est tellement cloisonné, il est tellement empreint de dogmes et de mots et de douleurs que je dois aussi rentrer en relation avec moi d'abord avant d'aller dans le monde. Voilà un petit peu ce qui me vient. Et j'aurais presque envie de rajouter et d'aller voir mon anus aussi. Aller voir mon anus, une autre partie qui est très bouleversante, qui a été très bouleversée pour moi. Et j'ai créé des cercles d'hommes plaisir anal, à tel point je trouvais qu'on en parlait trop peu, quoi. Donc c'est joyeux d'expérimenter. Et tu sais, moi je voulais être aventurier quand j'étais petit, et je pense que j'ai réussi, parce que je me sens en aventure même quand je suis devant chez moi, quoi. Et bon, moi je vis un quotidien beaucoup d'aventures, parce que je suis tout le temps en mouvement, je vis en partie dans ma voiture, donc je vis les aventures dans mon corps à chaque instant, et ça c'est bon, et le vivre tout seul au bout d'un moment ça a aucun sens, et donc j'ai un gros projet pour 2024 qui s'appelle La Tribu, où j'ai un cercle homme, un cercle femme et un cercle ensemble pendant l'été là, en mai, en juillet et en août, dans ce fameux village des tipis où on peut 2024 du coup. 2024, on peut être une 50aine de personnes. C'est une zone de camping, et donc je privatise le village des tipis. On a tout le confort qu'il faut, mais on est dans la forêt, dans la nature, et
voilà, je propose un vivre ensemble qui va permettre de nous relier autrement et voilà, de créer une sorte de petit point d'acupuncture sur la Terre. Et toutes ces personnes qui vont participer à ces expériences repartiront chez elles différentes, et donc forcément, elles aussi, le petit colibri, impacteront d'autres personnes, et ça me réjouit. Belle proposition, ça. Peut-être que j'y serai. Chouette. Merci Benjamin. Merci Loïc, c'est bon de faire un partage comme ça avec ce qui est là, avec ce qui est juste sur le présent. Je pense que j'aurais eu envie de dire encore plein de choses, et c'est génial. Oui, je pense qu'on aurait pu encore partir sur d'autres thèmes, sur d'autres choses, et on verra comment ça parle déjà. Peut-être qu'on aura une autre occasion. Et est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce qu'on arrête là tranquillement? Peut-être appuyer sur le fait de porter nos voix, en fait. Appuyer sur le fait de ce que tu fais, de ce que je fais, de oser, et ça peut passer par le corps, par la danse, par la voix, par l'écriture, par le podcast, par l'expérience en physique, ça peut partir. Mais je veux dire, on est des êtres de mimétisme, et donc on doit voir, on doit regarder, on doit sentir. Et peut-être le mot de la fin, si y a une fin, parce que là j'ai un peu faim, FAIM, donc je vais aller manger, mais le mot de la fin, ça pourrait être de s'honorer et de prendre soin de soi, parce que ce n'est plus une option, et de pas attendre sur l'autre qu'il prenne soin de moi. Prendre soin de soi, ce n'est plus une option. Merci pour ça, merci de porter vos voix, chers humains, chères humaines. Merci Loïc pour ce temps. C'est bon. Merci de porter ta voix, effectivement, c'était les mots qui me venaient depuis plusieurs minutes. Merci à toi, je te souhaite un bon appétit. Ouais, merci. Une bonne suite de journée, et puis au plaisir. Merci, dans la réjouissance. Merci encore pour créer ces espaces de parole. À bientôt Loïc, merci. À bientôt Benjamin, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.